Bonjour à tous et bienvenue au webinaire sur les opportunités des marchés d'Asie du Sud-Est en toute sécurité. Je suis Salvatrice Bufalino, coordinatrice du programme Enterprise Europe Network de la Commission européenne au sein de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet événement est organisé par les CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du programme Enterprise Europe Network France, en collaboration avec le SEA IP SME Helpdesk, qui est également un dispositif de la Commission européenne, et l'ensemble de nos partenaires intervenants, que je remercie infiniment pour leur mobilisation, la Team France Export et Business France, l'Institut national de la propriété intellectuelle, le cabinet Ananda, la CCI France Vietnam et CEPAC Global, et l'entreprise DataSguard. Comme vous le savez, l'ASEAN couvre une dizaine de pays: Brunei Darussalam, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam, et sera d'ici 2030 la 4e économie mondiale. Cette zone représente donc pour les entreprises françaises une réelle opportunité de développement. Ainsi, l'objectif de cet événement est de vous transmettre de manière concrète les informations pour faciliter l'accès à ces marchés, mais également d'éviter les pièges. Pour cela, nous avons la chance d'avoir des experts de haut niveau présents en Asie du Sud-Est et qui vont vous donner les clés du succès pour cette démarche. Voici le programme de cette session. Je ne vais pas détailler puisque je présenterai chacun des intervenants. Par contre, vous indiquez que nous aborderons les aspects marché, propriété intellectuelle et outils de protection. Nous ferons un focus sur le Vietnam avec les actualités réglementaires. Et pour finir en beauté, nous aurons le témoignage d'une entreprise qui a réussi ce challenge récemment. Quelques mots sur le réseau Enterprise Europe Network. Il s'agit du plus important dispositif de la Commission européenne en faveur des entreprises pour qu'elles soient plus compétitives, pour se développer en Europe et à l'international et réussir leur transition. Nous sommes présents dans 57 pays, dont le Vietnam et l'Indonésie, avec 3000 experts sur le terrain, dont 300 conseillers de proximité en France, qui vous accompagnent sur des thématiques de financement, innovation, recherche de partenaires, développement durable, etc. Les services sont gratuits car ils sont financés par la Commission européenne et l'organisme hôte qui sont les CCI, agences régionales et BPI. Vous avez sur le slide donc le site web EEN France où vous trouverez l'ensemble des contacts pour chaque région. Je passe maintenant la parole à Gilles Trouveroy, responsable partenariat au Southeast Asia IP SME Helpdesk. Merci beaucoup, Salvatrice. Donc, quelques mots sur le service. Comme vous l'avez dit, c'est une initiative de la Commission européenne et le IP Helpdesk pour l'Asie du Sud-Est est une aide aux PME qui vise à accompagner les entreprises dans leur accès au marché de la région. Alors, ce que nous faisons, c'est nous fournissons une aide qu'on appelle de première ligne, c'est-à-dire qui ne remplace pas les conseils d'un cabinet d'avocats poussé en propriété intellectuelle, mais une aide de première ligne confidentielle et, comme vous l'avez dit aussi, entièrement gratuite car financée par la Commission européenne. Alors concrètement, ça prend la forme d'un site web sur lequel on peut trouver une mine d'or en guide, en outils de calcul de coûts notamment, mais le produit phare est la mise à disposition d'un conseiller en affaires en matière de propriété intellectuelle qui peut répondre à toute question reçue en déant les 3 jours ouvrables et de façon confidentielle et gratuite comme indiqué précédemment. Alors, il y a plusieurs façons d'entrer en contact avec cet expert. La première est une adresse mail que vous pouvez trouver sur le site, mais il est aussi possible de prendre rendez-vous en vidéo call pendant une demi-heure afin de pouvoir vraiment établir un peu une sorte de roadmap et établir une stratégie pour transformer cette propriété intellectuelle en valeur ajoutée plutôt que de considérer ça comme un coût ou plutôt comme quelque chose qui pourrait coûter un peu trop cher aux entreprises dans leur accès au marché. S'il y a des questions par rapport au service lui-même, je suis ravi d'y répondre dans le chat. Mais pour tout ce qui est
plus poussée en propriété intellectuelle, je céderai volontiers la parole aux experts que nous pourrons écouter d'ici peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles. Nous allons voir maintenant les aspects marché. Donc, je donne la parole à Bertrand Vellon, directeur international de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes. Merci Salvatrice, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter donc la Team France Export en prenant l'exemple de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, qu'est-ce que la Team France Export? C'est le dispositif public régional dédié à l'accompagnement des entreprises dans leur développement à l'international. Elle s'inscrit dans une ambition nationale forte qui est de simplifier l'accès à l'export, renforcer la compétitivité des entreprises françaises et augmenter durablement le nombre d'entreprises exportatrices. Donc, c'est déjà une organisation collective au service des entreprises. La force de la Team France Export, ça repose sur un principe clé, le travail en équipe au service des entreprises. En région Auvergne-Rhône-Alpes, la Team France Export réunit déjà la région qui définit et soutient la stratégie régionale à l'international. Business France, qui est l'opérateur national chargé de l'accompagnement export et de la prospection sur les marchés étrangers. Les chambres de commerce et d'industrie qui sont présentes sur l'ensemble du territoire régional et au plus proche des entreprises et qui sont le guichet d'entrée de la Team France Export. BPI France qui finance les entreprises qui s'internationalisent. L'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises qui est l'agence de développement de la région qui organise les missions collectives régionales à l'étranger, ainsi que les douanes. Et autour de ce cœur, il y a un écosystème de partenaires dont les conseillers du commerce extérieur de la France, les pôles de compétitivité, les clusters, et les acteurs privés, notamment les consultants, le MEDEF, la CPME et autres dans la région, comme vous pouvez le voir sur les partenaires. Donc cette organisation permet de proposer aux entreprises un point d'entrée unique et coordonné, évitant la dispersion des interlocuteurs et des démarches. Donc simplicité et lisibilité. Donc l'objectif, c'est un accompagnement adapté à chaque étape du parcours export de l'entreprise. Donc la Team France Export accompagne les entreprises à toutes les étapes de leur développement international, quel que soit leur niveau de maturité. Donc, premier niveau, structurer et sécuriser la démarche export. Pour les entreprises qui souhaitent se lancer ou structurer leur approche, la Team France Export propose des diagnostics export personnalisés, l'aide à la définition d'une stratégie export claire et réaliste, l'identification de marchés prioritaires qui dépendent en fait à chaque fois des produits de l'entreprise et l'accompagnement à la montée en compétences sur les enjeux internationaux. L'objectif de cette démarche est de poser des bases solides, de réduire les risques et d'éviter des démarches isolées ou improvisées. Deuxième étape, accéder aux marchés internationaux pour pouvoir vendre vos produits. Pour les entreprises prêtes à prospecter ou accélérer leur développement, la Team France Export met à disposition des études de marché ciblées, des actions de prospection, qu'elles soient collectives ou individuelles, l'accès à des contacts qualifiés à l'étranger, en particulier en s'appuyant fortement sur le réseau international des bureaux Business France à l'étranger, 75 bureaux dans 55 pays qui sont en fait les services commerciaux des ambassades de France à l'étranger. Mais Yann, qui prendra la parole après moi, pourra vous détailler. Grâce à cette présence terrain dans de nombreux pays, les entreprises bénéficient d'une connaissance fine des marchés locaux, des usages, de la réglementation et des opportunités business qui vous intéressent en premier lieu. Troisième point, financer et sécuriser les projets internationaux. Là, c'est la BPI qui intervient avec les banques, car la dimension financière est bien évidemment un levier essentiel au succès international. Et la Team France Export va vous accompagner pour identifier les dispositifs de soutien régionaux et nationaux, mobiliser les solutions de financement adaptées et sécuriser vos opérations export, notamment assurance paiement, contrat, réglementation douanière. Cet accompagnement contribue à rendre les projets export plus accessibles et plus robustes, notamment pour les PME ETI. Dernière partie, accélérer, s'implanter, donc s'inscrire dans une dynamique durable. Au-delà de la première opération export, la Team France Export accompagne les entreprises dans une vision long terme. Développement de partenariats à l'étranger, implantation commerciale ou industrielle, fidélisation des marchés, adaptation de l'offre aux exigences internationales. L'enjeu est de vous permettre de vous inscrire durablement dans la chaîne de valeur internationale, donc d'exporter de manière pérenne. L'un des piliers de la Team France Export, c'est la proximité territoriale. Les équipes régionales et locales travaillent directement avec les dirigeants et les équipes export pour proposer un accompagnement personnalisé, des solutions adaptées à la taille et au secteur et aux objectifs visés de chaque entreprise et un suivi dans la durée. Cette approche pragmatique permet de gagner du temps, d'éviter les erreurs coûteuses et de maximiser les chances de succès à l'international. Pour information, ce sont plus de 200 conseillers internationaux qui sont présents dans les territoires dans toute la France et au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, ce sont 35 conseillers.
En conclusion, la Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un guichet unique pour l'international, une équipe coordonnée d'experts, des solutions concrètes et personnalisées et une ambition commune, faire de l'international un véritable levier de croissance pour vous, que vous soyez en phase de réflexion, de structuration ou d'accélération à l'international. La Team France Export est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours export. Je vous remercie et maintenant je passe la parole à Yann, donc, qui est le prolongement de la Team France Export dans les pays pour nous parler de l'Asie du Sud-Est. Bonjour à toutes et à tous. Merci Bertrand, merci Salvatrice et aux organisateurs. Bienvenue à ce webinaire. Donc rapidement pour me représenter, je suis Yann Frollo de Carlivio. Je suis le directeur de Business France pour l'Asie du Sud-Est et également l'Océanie avec un bureau en Australie à Sydney. Donc très rapidement, notre organisation en Asie du Sud-Est, on est alors en tout on est dans 8 pays avec l'Australie, mais si on s'attache uniquement à l'ASEAN, nous sommes présents dans 7 pays, 5 pays où nous sommes en propre, avec des bureaux en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie, au Vietnam, à Singapour. Même si Singapour, il y a une petite particularité, on est plus sur la partie attractivité des investisseurs étrangers et notamment singapouriens vers la France. Et puis 3 pays où nous sommes indirectement à travers des partenaires, aux Philippines et à Singapour, où nous travaillons avec des concessionnaires de services publics qui ont été sélectionnés sur appel d'offres avis de concession au sein de l'Union européenne. Et puis, et dans ces 2 pays, les concessionnaires sont les chambres de commerce françaises bilatérales. Et puis au Cambodge, où nous avons 2 partenaires référencés, que sont la chambre et puis un cabinet qui s'appelle Confluence, et vers qui nous orientons les entreprises françaises qui souhaitent passer par la Team France Export pour aborder ces marchés-là, donc philippins, singapouriens et cambodgiens. Et la dernière particularité, c'est sur les Philippines. Nous avons une agent de liaison auprès de la Banque asiatique de développement, mais cet agent de liaison ne traite pas uniquement des Philippines, ni même de l'ASEAN. Elle est basée entre l'ambassade et la Banque asiatique de développement pour travailler, pour aider les entreprises françaises à se positionner sur des projets, mais des projets qui vont sur tous les pays couverts par la Banque asiatique de développement, c'est-à-dire de la Géorgie, en gros, je fais très simple, mais de la Géorgie jusqu'au milieu du Pacifique, jusqu'aux îles Fidji ou Samoa, et sur des projets qui concernent essentiellement les transports, l'énergie et l'eau. Elle peut aider les entreprises françaises sur ces domaines-là. Et dans les autres pays, nous sommes présents donc soit directement au sein des ambassades via les bureaux Business France, les services commerciaux des ambassades, ou via nos partenaires dans les 3 pays que je viens de citer. Je resitue toujours l'ASEAN dans le cadre Indo-Pacifique. L'ASEAN située au cœur de l'Indo-Pacifique, et l'Indo-Pacifique, juste pour rappel, c'est quand même 40% de la croissance mondiale, c'est 40% également de la richesse globale aujourd'hui, et à horizon 2040, l'Indo-Pacifique, ce sera 50% du PIB mondial et 40% de la consommation globale dans le monde. Et donc l'ASEAN est située, au cœur même de cette région, un petit peu en carrefour de cette zone. D'abord carrefour au niveau géographique entre la Chine et l'Inde, et avec, on peut dire comme nœud central, le détroit de Malacca, par où transite quand même un quart, un tiers du trafic de marchandises mondial, et puis Singapour, qui est un peu le hub de l'innovation, la vitrine de l'Asie du Sud-Est, notamment dans tout ce qui est high-tech. C'est le premier sujet qui vient à l'esprit. L'ASEAN, donc au niveau géographique, situé entre la Chine et l'Inde, et au niveau géostratégique quand même, situé entre la Chine et les États-Unis. J'y reviendrai, mais en particulier dans le cadre de la guerre commerciale sino-américaine. C'est un sujet sur lequel je reviendrai, mais c'est très important. L'ASEAN étant un peu la plaque tournante pour tous les échanges, pour beaucoup d'échanges de marchandises entre la Chine et les États-Unis. Donc voilà, cœur de l'Asie du Sud-Est au niveau géographique, et cœur de l'Indo-Pacifique au niveau géographique et au niveau géopolitique. Rapidement, quelques chiffres: 7% du PIB mondial, un marché de 700 millions d'habitants. Peut-être rappeler que l'Asie du Sud-Est, c'est le 5e bloc économique mondial en termes de PIB, derrière les États-Unis, derrière l'Union européenne, derrière la Chine évidemment, et le Japon. Et puis en termes de croissance pure, l'Asie du Sud-Est, c'est le 3e bloc économique mondial. Donc là, on parle de croissance du PIB, derrière l'Inde évidemment. Et je dis derrière la Chine, mais en réalité, aujourd'hui, c'est pratiquement à jeu égal avec la Chine en termes de croissance, puisque l'Asie du Sud-Est, sur ces 20 dernières années, il y a une croissance moyenne annuelle
entre 4 et 5%, et je l'ai ajouté là. L'année dernière, on était à 4,5% à peu près. Alors ça dépend des sources, si c'est la source Banque asiatique de développement, si c'est la source du Fonds monétaire international, mais globalement, on tourne autour de ça. Donc un pays qui reste quand même très dynamique et un bon point, voire 2 points au-dessus de la croissance moyenne mondiale. Et peut-être particularité, on est sur une zone avec encore une augmentation de la population, même si évidemment elle a ralenti, hein, on a un vieillissement, là encore j'y reviendrai, vieillissement de la population en ASEAN en général et dans plusieurs de ces pays où c'est de façon accélérée. Mais surtout, on a une augmentation de la classe moyenne, en particulier dans les pays à revenus intermédiaires de l'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, la classe moyenne, c'est 200 millions d'habitants. À horizon 2030, ce sera de l'ordre de 450 millions. La moitié de la population qui a moins de 30 ans, donc une jeunesse très dynamique, très entrepreneuriale, très connectée, et qui est vraiment le fer de lance, en tout cas un des fers de lance de la dynamique de cette zone, à savoir sa consommation intérieure. C'est un des premiers moteurs de la croissance. L'autre moteur étant, et là encore une fois j'y reviendrai, les investissements étrangers qui sont très importants dans cette zone. D'abord des investissements asiatiques, mais la France a quand même plus de 2000 filiales dans la zone. Donc on a une bonne représentation et on peut s'appuyer sur ces entreprises-là quand on a une démarche vers la zone Asie du Sud-Est. Et puis j'y reviendrai également, de très nombreux accords de libre-échange qui ont été signés entre cette zone ou les pays de cette zone et d'autres blocs mondiaux ou d'autres pays dans le monde, la zone étant extrêmement intégrée aux chaînes de valeur mondiales. Mais ça, encore une fois, j'y reviendrai. Alors, quelques caractéristiques de cette zone Asie du Sud-Est. La première que je développe à chaque fois, c'est, alors je parle de disparité de développement, en réalité c'est d'hétérogénéité de la zone, hein. On a une hétérogénéité à énormément de niveaux. D'abord en termes de taille, vous avez des pays géants comme, alors le premier qui vient à l'esprit, c'est l'Indonésie. Hein, l'Indonésie, je rappelle ou je mentionne, c'est le 4e marché au monde, hein, 280 millions d'habitants. Donc derrière l'Inde, derrière la Chine et derrière les États-Unis. C'est un pays qui est membre du G20. Le Vietnam, la Philippine, ce sont des pays de plus de 100 millions d'habitants également, donc des pays très importants, des pays qui évidemment avec moins de 6 millions d'habitants comme Singapour. En termes de PIB également, l'Indonésie et la Thaïlande, ça représente 50% du PIB de l'Asie du Sud-Est. Donc on a vraiment des disparités en termes de taille, de PIB. Donc des pays plus petits, je citais Singapour, donc la cité-État, moins de 6 millions d'habitants, mais en revanche un pays extrêmement développé, qui est tous les ans, hein, sur le podium, à la fois en termes de PIB par habitant et en termes de classement des affaires, hein, le classement Doing Business, à mettre à côté évidemment de pays qui sont à un stade moins avancé, des pays à revenus intermédiaires ou tranches supérieures aux tranches inférieures. Voilà, donc cette disparité-là existe. Une disparité également, par exemple, en termes d'urbanisation. Des pays comme Singapour avec 100% de taux d'urbanisation, des pays comme le Cambodge ou comme le Laos avec moins de 40%. Là encore, ça a évidemment un impact sur le style de vie, sur le consommateur et puis les canaux de distribution, les canaux de consommation. Au niveau culturel également, au niveau linguistique. Vous avez des pays comme les Philippines, comme le Singapour où on parle anglais, l'anglais étant langue officielle, ou alors en Malaisie, c'est pas la langue officielle, mais bon, voilà, dans le milieu des affaires, on parle très facilement anglais quand on y va, il n'y a aucun problème. Et d'autres pays où on parle beaucoup moins anglais, comme en Thaïlande, comme en Indonésie, et surtout comme au Vietnam. Et puis, dernier sujet, je parlais de disparité culturelle. L'aspect religieux également est à prendre en compte, hein. 40% de la population d'Asie du Sud-Est est de confession musulmane, avec en particulier la Malaisie, c'est 60% de la population, et l'Indonésie 80%, et avec des impacts pour tous, notamment les exportateurs, ceux d'entre vous qui exportent des produits qui rentrent en contact avec le corps, avec la peau, que ce soit dans l'agroalimentaire, dans les cosmétiques, avec la problématique de certification halal. Une petite nuance sur ces disparités, sur cette hétérogénéité, il y a quand même des points communs sur ces pays-là. Le premier, c'est le risque climatique, hein. On est sur des pays qui sont tous très touchés par le changement climatique, et notamment 4 pays qui sont parmi le top 10 des pays non insulaires les plus affectés par les changements climatiques, à savoir la Birmanie, hein, le Myanmar, la Thaïlande, le Vietnam et les Philippines. Donc c'est un sujet important. Et puis la deuxième chose, c'est, je parlais de la population jeune, urbaine, dynamique, très connectée. C'est justement la numérisation de l'économie, le e-commerce qui est extrêmement prégnant en Asie du Sud-Est, avec un phénomène de rattrapage, hein. Ça va beaucoup plus vite, on paye déjà tout par téléphone dans énormément de pays. Donc c'est vraiment un point à prendre en compte au niveau marketing, au niveau de la distribution, en raison d'une population qui est extrêmement en attente de ces sujets-là. Et cette numérisation, elle est vraie
dans l'économie, elle est vraie dans la population, dans la rue, mais elle est vraie aussi dans l'industrie. Voilà, on a une numérisation accélérée, mais ça encore une fois, je vais en reparler. Quelques enjeux de la zone Asie du Sud-Est. Alors peut-être je rappellerai que l'ASEAN, c'est une organisation intergouvernementale qui a été créée en 67, mais surtout pour ce qui nous intéresse, c'est une zone de libre-échange. C'est une zone de libre-échange et au sein des pays de l'ASEAN, alors ils sont 11 aujourd'hui, puisqu'il y a eu, je crois que ça a été mentionné par Salvatrice en introduction qui parlait de 10 pays. En fait, depuis octobre 2025, il y a un 11e pays qui est le Timor oriental. Et donc entre ces pays-là, il y a une suppression de 99% des lignes, des tarifs douaniers, des lignes tarifaires. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas une union douanière. Il y a des réglementations différentes. On n'est pas du tout comme dans l'Union européenne. Il y a des réglementations différentes d'un pays à l'autre, des formalités d'entrée de marchandises qui diffèrent en termes de normes, en termes de régulation, en termes de démarches administratives, en termes d'étiquetage. D'où vraiment l'importance d'être conseillé par des spécialistes qui connaissent la zone et qui connaissent le pays. C'est très important. L'ASEAN, dans son ensemble, en tant que bloc, a signé des accords de libre-échange. Alors, j'en cite le premier, c'est la Chine. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Asie du Sud-Est. C'est pas le seul, mais c'est le premier partenaire commercial de l'ASEAN. Également, des pays qui ont signé des accords de libre-échange avec d'autres blocs. Je mentionne simplement le RCEP, donc c'est le plus grand accord de libre-échange au monde, c'est 30% du PIB, des pays qui représentent 30% de la population mondiale, le partenariat économique régional global et les 10 pays de l'Asie du Sud-Est. Alors je ne sais pas si le Timor en fait déjà partie ou pas, le Timor oriental, mais en tout cas les 10 pays de l'ASEAN en font partie. Et puis 4 pays d'Asie du Sud-Est font également partie de l'accord de libre-échange, ce qu'on appelle le partenariat transpacifique, le CPTPP. Donc notamment Vietnam, Malaisie, Singapour et Brunei, et dans lequel on retrouve des pays qui sont de l'autre côté du Pacifique, à savoir le Chili, le Canada, le Pérou, le Mexique. Le RCTPP, c'est 11 pays, il y a une erreur, c'est pas 15, c'est 11 pays. 15, c'est le partenariat économique régional global, le RCEP, donc 11 pays, et ça représente quand même 15% du PIB mondial. Donc c'est un très large accord de libre-échange. Et particularité, Singapour et le Vietnam ont un accord de libre-échange depuis 2019-2020 avec l'Union européenne, donc avec des droits de douane qui sont en diminution sur des périodes de transition de 7 à 10 ans. Donc ça peut être très avantageux. Ça marche dans les deux sens. C'est Union européenne vers Vietnam, vers Singapour, et Singapour et Vietnam vers l'Union européenne. Et le prochain à venir, ce sera l'Indonésie. Tout est signé, mais ce sera mis en vigueur ou fin de l'année ou début 2027. Puis évidemment, donc grâce à ces accords de libre-échange, il y a un phénomène d'attraction des investissements étrangers. C'est une zone qui profite énormément qui joue énormément sur les investisseurs étrangers qui peuvent importer avec des droits de douane réduits des composants, des équipements, et qui peuvent réexporter également avec des droits de douane réduits vers tous les pays qui ont des accords de libre-échange avec l'Asie du Sud-Est. Et évidemment, ça profite d'abord à des pays asiatiques, puisqu'ils sont dans leur zone d'influence, mais pas uniquement. Il y a beaucoup d'investisseurs américains, d'investisseurs européens, il y a des investisseurs français. Et avec la stratégie Chine plus 1, j'en reparlerai, donc de de-risking, c'est-à-dire les investissements qui étaient jusqu'à présent en Chine. Ils ne ferment pas forcément. Pour être en Chine, c'est important de produire en Chine, mais pour limiter le risque, ils viennent investir en Asie du Sud-Est. Alors, ça va, c'est pas que l'Asie du Sud-Est, ça va jusqu'à l'Inde, mais particulièrement en Asie du Sud-Est, et même en Asie du Sud-Est, le Vietnam est le premier bénéficiaire de cette stratégie de de-risking Chine plus 1 pour anticiper un conflit commercial qui pourra encore se durcir entre la Chine et les États-Unis. À ce propos, alors c'est un sujet qui nous a tenu particulièrement à cœur l'an dernier. Je voulais quand même le mentionner sur l'enjeu des tarifs américains qui ont été imposés alors d'abord au printemps, il y a à peu près un an, au printemps dernier, aux pays, tous les pays, y compris les pays de l'ASEAN, avec des taux qui étaient quand même très élevés pour certains pays. Je vous ai mis quelques exemples, c'est la première colonne. Il y a eu des négociations, il y a eu des tractations, ça a duré le printemps, ça a duré l'été, il y a eu des accords d'investissement, des accords d'achat de matériel américain. Alors on ne sait pas tout d'ailleurs, certainement des Boeing, peut-être plus. Et donc les droits de douane étaient depuis août 2025, c'est l'avant-dernière colonne, autour de 19-20%, sauf pour Singapour, mais qui a un statut particulier. Singapour, il est plus importateur qu'exportateur, évidemment. Il a énormément de besoins en importation. Tout ça est un petit peu caduc
En tout cas pour l'instant, puisque depuis le 20 février, vous avez dû suivre ça, les droits de douane réciproques ont été supprimés et maintenant on est sur un droit de douane global temporaire à 10 avec une option d'ailleurs que les Américains peuvent augmenter à 15 mais pour 150 jours. Donc ça va en gros jusqu'au je crois que c'est 24 juillet. Donc on va voir ce que ça donne. Toujours est-il que ces droits de douane, on avait quand même des craintes l'an dernier. Je pense que mes collègues, notamment du Vietnam, je me tourne vers Rémi pour en parler. On a vu des discussions, des séminaires là-dessus. En réalité, la croissance en ASEAN en général n'a pas eu l'air d'être impactée parce qu'on reste sur une croissance globale qui était l'an dernier à 4,5%. Alors les chiffres commencent à tomber, je suis désolé, je les ai pas tous, j'ai pas les tout derniers chiffres. Là, j'avais des chiffres qui dataient de décembre. La croissance de l'ASEAN, c'est autour de 4,5%, je le disais dans ma première slide. Le Vietnam, en fait, je crois que je ne sais plus combien j'ai mis là, mais on n'est pas à 6,5, on sera à 8%. Je crois que Singapour est à plus de 4%. Il y a quand même eu une très bonne année en termes de croissance l'an dernier sur l'Asie du Sud-Est. Alors, une croissance qui est tirée, je l'ai déjà dit, par la consommation intérieure, mais qui est aussi boostée, c'est le bas de la slide, là, qui est boostée donc, par les investissements étrangers. J'ai parlé de la stratégie Chine +1. Avec des gros enjeux, il y a 2 gros enjeux dans les investissements en Asie du Sud-Est, et donc ça peut être des opportunités pour des entreprises françaises. Il y a l'enjeu de la montée en gamme, ça peut être par la numérisation, ça peut être des nouveaux process, des nouveaux équipements, une montée en gamme pour que l'Asie du Sud-Est, alors Singapour est un peu différent, c'est même très différent, mais le reste de l'ASEAN, c'est à peu près ça. Une montée en gamme pour pas être uniquement une usine d'assemblage, mais une usine de production avec des fortes valeurs ajoutées. Deuxième enjeu, c'est la décarbonation. La décarbonation pour 2 raisons, même pour 3 raisons, pardon. La première, c'est qu'il y a eu des engagements qui ont été pris à la COP 21 par beaucoup de ces pays. Donc c'était en novembre 2021 à Glasgow pour décarboner l'industrie avec un net zéro carbone. Alors selon les pays, le Vietnam c'est 2050, l'Indonésie c'est 2060, la Thaïlande c'est 2065. Mais voilà, des engagements très forts. Ça c'est la première raison. La deuxième, je vous l'ai déjà cité, c'est que c'est des pays qui sont quand même extrêmement touchés par les dérèglements climatiques. Et quand vous avez des typhons à répétition, ou des glissements de terrain, ou des salinisations des deltas, comme le delta du Mékong, qui noie une partie de l'agriculture risicole, qui est extrêmement importante pour le pays, évidemment, les gouvernements sont très sensibilisés. Et la troisième raison, c'est tout ce qui est mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui se met en place notamment dans l'Union européenne, cette année avec des taxes. Et là, moi je le vois, je discute avec des industriels, alors je suis basé au Vietnam, c'est un de leurs vrais enjeux de décarboner leur production, tout leur process, de décarboner leur logistique, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont besoin d'exporter. C'est un des fers de lance du dynamisme de l'économie d'Asie du Sud-Est. Et pour exporter, il faut, surtout vers l'Union européenne, il faut décarboner. Donc ça, c'est un premier enjeu. Il y a la numérisation, transformation numérique aussi, la modernisation des industries, ça passe par là, et même de l'économie en général. Et puis, il y a, au-delà de trois moteurs de croissance, il y a donc consommation intérieure, une industrie qui se développe énormément, et puis des infrastructures. Il y a des besoins d'infrastructures qui sont gigantesques. C'est estimé de l'ordre sur toute l'Asie du Sud-Est, c'est 300 milliards de dollars par an, voire plus. Donc c'est colossal en termes de services urbains, d'équipements de transport. Je prends un exemple, le Vietnam a décidé de construire en 7 ans une ligne à grande vitesse entre Hanoï et Ho Chi Minh Ville. Bon, c'est un projet colossal, c'est 1500 km d'équivalent TGV. On verra qui remportera les marchés. Il y a énormément d'enjeux sur le domaine des infrastructures et également les infrastructures énergétiques, puisque là encore, il y a des besoins gigantesques. Depuis 2000, je crois qu'ils ont augmenté les besoins de 80%. Et en gros, on a des besoins qui augmentent de 4% chaque année. Chaque année, et encore une fois avec, là encore, un très gros enjeu de décarbonation, puisqu'aujourd'hui, en ASEAN en général, l'énergie est encore très, très carbonée. Et dernier sujet, pour revenir à l'industrie, je parlais de l'industrie en Asie du Sud-Est, qui est un des piliers de la croissance. Bien avoir à l'esprit que l'Asie du Sud-Est se spécialise un petit peu en ce qu'on appelle les industries à forte intensité de main-d'œuvre. La première, c'est le textile. L'Asie du Sud-Est est deuxième exportateur mondial pour l'industrie textile. Troisième exportateur mondial pour l'électronique, alors à la fois les produits grand public, mais aussi le poids montant des semi-conducteurs dans la zone, avec notamment au niveau de l'assemblage, de semi-conducteurs dans les chaînes de valeur mondiales. Singapour qui est le deuxième exportateur mondial, la Malaisie qui est le quatrième exportateur mondial et le sixième producteur, et le Vietnam qui est le troisième fournisseur des États-Unis en termes de semi-conducteurs. Alors certes, ce n'est pas les plus hauts de gamme, mais voilà, ces pays-là et le Vietnam notamment se spécialisent dans les semi-conducteurs. Alors
souvent plus dans l'assemblage, hein, dans l'assemblage, les tests, l'encapsulage. Mais voilà, c'est vraiment une dynamique qui est en train de prendre, on s'en rend compte. Et puis le troisième sujet industriel, c'est l'automobile. Là, l'Asie du Sud-Est est un petit peu moins bien classé, mais est le 7e exportateur d'automobiles mondial, notamment avec des producteurs en Thaïlande, des producteurs en Malaisie ou des producteurs au Vietnam comme VinFast. Voilà ce que je voulais dire. Développement urbain, il y a énormément de projets. J'ai parlé de lignes à grande vitesse, il y a des projets de métro aussi, aux Philippines, au Vietnam. Enfin voilà, ça c'est des sujets extrêmement importants dans cette zone et encore une fois avec un enjeu de décarbonation très fort. Je terminerai là-dessus, il me reste 3-4 minutes, je crois, sur les opportunités en Asie du Sud-Est. Alors, je rappelle juste quelques chiffres, hein. L'ASEAN est le deuxième partenaire de la France en Asie, juste après la Chine. Singapour est le premier client de la France en ASEAN. C'est-à-dire qu'en gros, 53% des exportations françaises qui partent vers l'ASEAN sont à destination de Singapour. Vous comprenez bien que Singapour, ensuite, est un hub de réexportation, hein. Singapour réexporte à la fois en Asie du Sud-Est, mais pas uniquement, hein. Ça part vers la Chine, ça part vers Hong Kong. Je rappelle que Singapour est le deuxième port-conteneur au monde, derrière Shanghai. Singapour est le premier client de la France en Asie du Sud-Est. Et puis, peut-être justement pour parler des secteurs principaux, parmi les produits les plus exportés depuis la France vers l'Asie du Sud-Est, on a l'agroalimentaire, hein, avec vin et spiritueux, mais pas uniquement, des produits gourmets, donc notamment tout ce qui est recherche de produits sains, notamment depuis le Covid, hein, ça a vraiment, on cherche des produits sains, des produits laitiers, les produits français ont une image de premium, le bio commence à fonctionner, les produits halal évidemment j'en ai parlé, et avec aussi une image française qui reste évidemment sur le haut de gamme, en particulier à Singapour qui est un marché très haut de gamme, mais sur tous ces marchés avec des normes qui sont quand même très strictes. Et puis évidemment, tout ce qui est équipement en industrie agroalimentaire pour la montée en valeur ajoutée, des productions transformées, je pense notamment aux fruits et légumes. L'idée, c'est pas d'exporter des fruits et légumes, mais c'est d'exporter des produits transformés, surgelés ou autres. Le deuxième sujet, c'est tout ce qui est l'aéronautique, évidemment, avec l'achat d'Airbus, mais pas uniquement. Tout ce qui est équipement, maintenance, MRO. Le troisième, l'électronique, on est plutôt sur des composants ou des produits haut de gamme qui servent en fait dans les usines d'assemblage des pays d'Asie du Sud-Est. Les cosmétiques, parfums cosmétiques avec toujours le sujet halal qui est important et une très forte demande pour des soins à base de tout ce qui est matières premières. On revient à matières premières naturelles, le bio, le dermocosmétique et puis les ingrédients puisqu'il y a beaucoup d'industriels de la zone qui veulent fabriquer sous leur marque propre. Et puis, qu'est-ce que j'avais encore? Chaussures maroquinerie. Donc là également, on a des exportations dans ce domaine-là. Et puis, produits pharmaceutiques et puis plus largement tout ce qui est médical, là c'est très important. Donc en pharmaceutique, il y a 3 axes, hein, pour tout ce qui est santé en Asie du Sud-Est. Il y a le vieillissement de la population, donc des solutions, des process, des appareils numériques pour les personnes âgées. Il y a les maladies chroniques. Et puis, il y a le tourisme médical avec notamment des équipements de contrôle, des scanners ou autres, en dentisterie aussi pour le tourisme médical. Donc là, des besoins très importants, sachant que dans tous ces pays-là, en général, plus de 80% des équipements médicaux sont importés. Voilà. Et puis, dernière slide, je vous ai juste mis un petit comparatif entre les approches commerciales. Alors, c'est le relationnel entre les différences entre la France et l'Asie du Sud-Est. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Asie du Sud-Est, un petit peu comme en Asie en général, hein, il y a une importance très forte du lien personnel. On dit souvent qu'on se fait des amis avant de faire du business. Il y a un style indirect, hein, qu'il faut capter, hein. On évite la confrontation. On parle de réserve respectueuse. C'est ce que j'ai mis en dernier point. Communication souvent informelle. On va pas vous dire qu'on peut pas. On va vous le faire comprendre par des canaux détournés. Quand on n'est pas habitué, ça peut perturber. Ou vous allez vous faire des films alors qu'en fait, non, il n'y a pas de film à se faire. Ça veut dire non. Patience, subtilité, modestie. Hiérarchie qui est très forte. Bon, ça, c'est moins quand vous prospecter le pays, mais entre les collaborateurs sur place, la hiérarchie est forte, mais encore une fois, les relations interpersonnelles sont clés. Et le dernier sujet sur les décisions, alors on peut avoir une décision très lente, ça peut être perturbateur au début, parce que c'est souvent un process collectif, validation multiple. En revanche, encore une fois, je reviens à ce que je disais, le numérique, l'instantanéité. Une fois que c'est décidé, ils vont très très vite. Donc, s'ils vous écrivent sur WhatsApp, sur Zalo, sur Line, enfin sur leurs canaux de communication, que maintenant c'est bon, il faut y aller. Évidemment, si ça tombe le 1er août, ils auront du mal à comprendre que vous êtes absent jusqu'au 25 août. Franchement, voilà. Donc, en général, souvent les entreprises sont un peu surprises parce que ça peut être très long, mais quand c'est déclenché, il faut aller vite. Et sinon, ils comprennent pas. Ils prennent pas 3 semaines de vacances l'été. Ou voilà. Donc ça c'est souvent une différenciation interculturelle que je remarque dans les entreprises que nous accompagnons. Voilà. Et puis j'ai mis un petit sujet aussi de ne pas oublier les solutions financières de BPI France, notamment sur l'assurance prospection pour les PME et les ETI. Je vous remercie. J'espère être à peu près dans les temps. Voilà. Merci beaucoup Yann.
Un aspect maintenant à prendre en compte dans vos démarches, c'est l'aspect propriété intellectuelle et protection. Je vais donc passer la parole à Franck Fougère, expert SIA, IP, SMI, Helpdesk et directeur du cabinet Ananda. Bonjour à toutes et à tous et merci Yann pour cette présentation très complète. Donc cette présentation vous est apportée par le Southeast Asia IP SME Helpdesk. Gilles en a déjà parlé. Je vous invite évidemment à parcourir leur site web et à regarder toutes les informations et les services gratuits qui sont proposés par ce Helpdesk. Après moi, toujours sur le sujet de la propriété intellectuelle, vous aurez la chance de découvrir l'aide qui est apportée par l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle, avec son représentant régional basé à Singapour, Fabrice Perronneau, qui prendra la parole juste après moi. Donc, je ne suis pas auvergnat, bien que mes ancêtres étaient auvergnats. Je crois que nous sommes plus de 200 aujourd'hui, donc un fort succès. Je vais vous parler très rapidement des enjeux, des opportunités en Asie du Sud-Est avec le regard d'un juriste spécialisé en propriété intellectuelle. Ça fait 23 ans que je suis implanté en Asie, en Thaïlande en particulier. J'ai eu une expérience un petit peu pendant quelques années en Chine, ancien président de la Chambre de commerce franco-thaï et depuis 11 ans conseiller du commerce extérieur. Donc, je dirige un cabinet d'avocats spécialisé en propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'on s'occupe d'accompagner nos clients dans la protection de leurs marques, de leurs brevets, de leurs droits d'auteur et de leurs dessins et modèles, en Thaïlande en premier lieu, mais également dans tous les pays de l'ASEAN. Donc, je vais rapidement, parce que ça a déjà été beaucoup présenté, vous redire que l'ASEAN est évidemment un marché particulièrement dynamique. Et ensuite, je vous parlerai de l'importance de la propriété intellectuelle en Asie du Sud-Est et je terminerai par des recommandations pratiques. Alors, un marché dynamique, je ne vais pas détailler, surtout que les perspectives 2026, vous voyez, j'ai des chiffres un tout petit peu différents de ceux qui vous ont été présentés par Business France, par Yann. Eh bien, forcément, les perspectives risquent d'être vues à la baisse au vu du contexte géopolitique actuel. Par contre, ce qui est très clair, c'est qu'il y a des pays dans l'ASEAN comme le Vietnam et les Philippines qui tirent bien leur épingle du jeu aujourd'hui, des pays qui peut-être ont un peu plus de difficultés, même malgré une stabilité économique retrouvée, je pense notamment à la Thaïlande. Alors, évidemment, il y a des pays qui misent beaucoup sur la stratégie Chine plus 1, on parlait du Vietnam, des pays qui ont des fortes spécificités. Alors, pour ce qui est de la Thaïlande, évidemment, l'automobile est très importante, hein. La Thaïlande produit plus de voitures que la France. Ce que peu de gens savent. Et puis, il y a des pays qui sont dominants dans certains domaines, le textile au Cambodge, les semi-conducteurs, le domaine de l'énergie en Malaisie, le Vietnam, hein, ça a été présenté, qui est très fort dans les exportations, notamment à destination de la France, et puis Singapour, bien placé sur tous les services financiers et tech, et qui sert, comme ça a été dit, de hub régional. Alors, ce qui est intéressant et peut-être mal connu ou peu connu, en tout cas quand on parle à des entreprises en France, c'est que la propriété intellectuelle est quelque chose de très important dans cette région du monde. On voit que l'Asie représente aujourd'hui 70% des demandes de brevets. Alors évidemment, il y a la Chine qui pèse pour 50% des demandes de brevets dans le monde, mais l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, qui est également en forte progression. Donc 70% des demandes de brevets dans le monde sont faites en Asie, comparé à moins de 10% maintenant pour ce qui est de l'Europe. Les marques, 66% pratiquement, donc également une très forte importance de la propriété intellectuelle et les dessins et modèles qui sont des droits de propriété intellectuelle aussi très recherchés, très populaires ici en Asie, qui font partie intégrante des stratégies de propriété intellectuelle, notamment des entreprises asiatiques qui n'ont peut-être pas encore toutes les technologies pour faire des brevets d'invention, mais qui en tout cas sont assez créatrices et qui produisent des produits avec des designs particulièrement intéressants. Donc, si on regarde sur l'ASEAN, donc ces statistiques ne regroupent que les 10 pays de l'ASEAN, hein, puisqu'elles ne sont pas malheureusement mises à jour. Les derniers chiffres que j'ai pu obtenir dataient de 2022. Alors, il faudrait reprendre individuellement chaque pays, mais on voit effectivement sur les 10 dernières années une progression assez sensible en matière de dépôt de marque, de brevets également et des dessins
et modèles. Donc, un fort dynamisme des dépôts. Ne considérez pas que tous ces dépôts sont faits par des sociétés étrangères en Asie. Eh bien, la partie domestique de ces dépôts de droits de propriété intellectuelle vient aussi des entreprises locales. Et c'est particulièrement intéressant parce que pendant des années, cette région du monde voyait peut-être la propriété intellectuelle comme quelque chose d'extérieur, un droit étranger. Eh bien, ça devient de plus en plus un enjeu domestique également, avec des politiques nationales qui sont faites, des initiatives régionales, nationales, pour promouvoir la propriété intellectuelle et aider les entreprises locales également à mieux se protéger et ensuite à conquérir avec ces droits de propriété intellectuelle des marchés à l'international. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que tous les pays de la zone, à l'exception du Myanmar qui a un peu pris de retard, et puis certains pays qui n'ont pas encore rejoint l'arrangement de la haie, donc qui est un système international de protection des dessins et modèles. On voit en tout cas pour ce qui s'agit du PCT. Alors, le PCT, c'est le Patent Cooperation Treaty, ce qui permet en fait d'étendre la protection d'un brevet, d'invention. Eh bien, tous les pays de l'ASEAN font partie de ce système international des brevets, ce qui permet à une société française titulaire d'un brevet français ou d'un brevet européen qui ensuite souhaite faire une demande de brevet international, eh bien, de désigner, s'il le souhaite, chacun des pays de l'ASEAN à travers leur demande de brevet international. Le système de Madrid qui est pour la marque internationale, peut-être certains d'entre vous connaissent bien ce système et qui est également disponible dans tous les pays de l'ASEAN, à l'exception du Myanmar. Donc, ce qui est intéressant avec ces systèmes internationaux, il y a différents systèmes de propriété intellectuelle, différentes législations nationales, mais que ces accords internationaux offrent une forme d'harmonisation et surtout permettent de réduire considérablement le budget des sociétés françaises qui souhaitent se protéger à l'international. Il s'agit de déposer une marque. Nous n'avons pas de système régional en Asie pour les brevets et pour les marques, mais nous pouvons combler à cette absence grâce à l'harmonisation qui est proposée par le système PCT pour les brevets et par le système de Madrid pour les marques. Alors, dans les droits de propriété intellectuelle, évidemment, il y a en premier lieu les marques. C'est souvent quelque chose qui est un peu négligé. On voit souvent des entreprises françaises qui viennent faire de la prospection, qui viennent même parfois participer à des salons en Asie du Sud-Est et qui n'ont pas encore déposé leur marque. Alors, faites attention. Les pays d'Asie du Sud-Est, pour la plupart, ont un système de premier arrivé, premier servi. Le premier qui dépose, en fait, obtient un droit à la marque. Donc, faire toujours attention avant de commencer à distribuer ces produits ou offrir ces services, prendre une étape importante qui est de d'abord déposer sa marque pour éviter que quelqu'un d'autre dépose avant vous. Connaître aussi les spécificités locales. Alors, certains pays sont un petit peu difficiles pour ce qui est de l'enregistrement des marques, surtout si votre marque est quelque peu suggestive ou un petit peu descriptive. Ils sont parfois un peu plus durs que ce qu'on est habitué à connaître, notamment en France. Donc, parfois, il est plus difficile d'enregistrer sa marque dans certains pays de l'ASEAN que ça pourrait l'être à la maison. Donc, pour les brevets, j'ai parlé du système international, donc qui est évidemment très, très avantageux. Les brevets, vous savez ce que c'est solutions techniques à des problèmes techniques. On peut largement protéger ces inventions sous réserve qu'elles soient évidemment nouvelles ou qu'elles aient fait l'objet d'un dépôt de brevet dans un délai de 12 à 30 mois en fonction du système de la route de protection que vous choisissez. Vous rappelez bien évidemment que la protection par les brevets est limitée dans le temps. Les marques, vous pouvez les renouveler tous les 10 ans. Les brevets, c'est pour 20 ans. Donc, il y a un moment où vos inventions, vos produits vont tomber dans le domaine public. Donc, si vous abordez les marchés asiatiques avec des produits qui sont en fin de vie, des technologies qui sont en fin de vie, comprenez bien que vous allez pouvoir être copié à l'issue de la période de protection de votre brevet. Donc, bien arbitrer, si vous souhaitez protéger un brevet et donc obtenir une période de protection longue, mais qui va s'achever dans le temps, ou alors peut-être garder certains secrets de fabrique, secrets d'affaires, un certain savoir-faire, donc know-how, et plutôt que de faire une demande de brevet, de publier, de donner les clés de votre technologie, de votre invention
à vos concurrents, et bien peut-être réfléchir à garder confidentiel certains secrets que vous pouvez avoir, ce qui vous permet d'avoir une protection illimitée pour autant que vous ne divulguez pas évidemment ce secret. Donc, tout ça pour vous dire qu'il est important, si vous produisez par exemple sur certains marchés, eh bien de penser à bien avoir des contrats de confidentialité avec vos partenaires. Je parlais de l'importance des dessins et modèles. Ça, c'est vrai que, alors en Europe, on a une protection très généreuse. On va jusqu'à 25 ans de protection pour les dessins et modèles. En Asie, c'est généralement moindre, donc entre 10 et 15 ans pour la plupart des pays. Donc, ça aussi, il faut le prendre en compte. On est peut-être habitué à une protection plus longue en Europe. Donc, on peut être copié sur un design, sur un packaging, par exemple. Ça peut arriver beaucoup plus tôt. Donc, également, bien prendre en compte ces périodes de protection. Alors, évidemment, je ne peux pas vous parler de propriété intellectuelle en Asie sans vous parler rapidement du défi que constitue la contrefaçon. On entend beaucoup de choses sur la contrefaçon. Elle est effectivement toujours un souci important, et notamment la contrefaçon qui provient de Chine. Les pays de l'ASEAN sont, à quelques exceptions, moins producteurs de contrefaçon que la Chine en proportion, mais par contre, ils sont à la fois les principaux clients de produits contrefaisants, et puis le coût de la vie augmentant en Chine, eh bien, il y a même certains pays de l'ASEAN qui deviennent, après la Chine, producteurs aussi de certaines contrefaçons, parce qu'ils ont les usines, parce qu'ils ont le savoir-faire. Et donc, faire attention à des pays comme le Vietnam, le Cambodge, même le Laos, qui sont des pays, et le Myanmar, qui sont des pays qui aujourd'hui font aussi face à non pas seulement de la contrefaçon qui viendrait de Chine, mais également de la contrefaçon produite localement. Alors, agir, c'est toujours un peu compliqué, parce que même si les lois sont bien en place et les procédures bien en place, il y a des problèmes sérieux en matière de porosité, évidemment, au niveau des douanes, en matière de corruption, de la police, des douanes, et une certaine complexité réglementaire lorsqu'il s'agit de faire valoir ces droits. Alors, il y a quelques obstacles, quelques défis, donc ne prenez pas peur. Encore une fois, je vous invite à lire les guides propriété intellectuelle qui sont publiés sur le site du Southeast Asia IP SME Helpdesk. Ça vous donnera beaucoup d'informations utiles, pratiques, pays par pays. Sachez qu'évidemment, il y a différentes procédures qui existent selon différents pays, parfois des procédures plus administratives, plus juridiques. En Thaïlande, par exemple, si vous voulez faire valoir vos droits de propriété intellectuelle, ça va être une procédure plutôt pénale qu'au civil. Donc, vous allez peut-être arriver à bloquer la contrefaçon, à faire saisir les produits, mais n'espérez pas trop obtenir un dédommagement financier une fois ces produits contrefaisants saisis. Alors, c'est une certaine complexité, notamment pour des petites et moyennes entreprises en Asie du Sud-Est. Lorsqu'ils sont copiés sur différents pays, ben, ils ont une certaine difficulté déjà à assimiler toutes ces différences réglementaires. Ça peut être un obstacle. La solution, c'est essayer de prendre conseil avec des gens dont c'est le métier, et puis de se renseigner le plus possible sur les moyens les plus efficaces d'agir lorsque vous êtes copié. Il y a quand même des exemples. J'en ai sélectionné des case studies en anglais. Je voulais vous parler très rapidement de cette entreprise française qui a brillamment réussi. Donc, je veux parler de Perfumist. Perfumist, c'est une app qui permet aux consommateurs de choisir une saveur olfactive pour un parfum. Donc, si vous aimez par exemple tel parfum, eh bien, vous allez pouvoir trouver des parfums dans les mêmes gammes de produits grâce à cette app. Donc, ça repose essentiellement sur un logiciel, donc sur du droit d'auteur. Eh bien, c'est une société qui, dès le départ, s'est appuyée sur une protection en France auprès de l'INPI. Ils ont été bien conseillés en France. Donc, ils ont d'abord déposé leur marque, parce que c'était ça là, qui était visible sur l'application. Puis, ils ont fait un dépôt de droit d'auteur pour protéger leur code source, leur logiciel. Ils ont étendu cette protection une fois, et grâce à la protection qu'ils avaient pu faire de leurs actifs immatériels, donc droit d'auteur et marque, mais ils ont pu ensuite attirer des investisseurs et se développer à l'international.
Grâce à une marque internationale, ils ont pu couvrir beaucoup de marchés dans le monde et notamment en Asie du Sud-Est. Donc là, ils se sont beaucoup appuyés sur la propriété intellectuelle et ça a bien marché. Et ça n'a pas été non plus des budgets trop importants. Alors, quelques recommandations très pratiques à destination des entreprises qui seraient tentées de s'appuyer sur la propriété intellectuelle en Asie, sur leurs actifs immatériels. Donc, tout d'abord, faites attention lorsque vous pénétrez ces marchés à bien vérifier votre liberté d'exploitation. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de dépôts de brevets, de dessins et modèles. Il n'est pas exclu que ce que vous pensez être nouveau, inventif, créatif, existe déjà ou ait déjà été protégé par quelqu'un. Donc, vérifiez bien, avant d'entrer sur ces marchés, que, il n'y a pas de brevet antérieur ou de marque qui aurait été identique ou similaire, qui aurait déjà été déposé avant vous. Donc, vérifiez bien votre liberté d'exploitation. Soyez évidemment proactif, je l'ai déjà dit, déposez vos droits de propriété intellectuelle avant d'entrer sur le marché, avant de proposer vos produits ou vos services. Prévoyez un budget, donc essayez de comparer les demandes de protection nationale faites auprès de chaque office de propriété intellectuelle dans chaque pays, avec les systèmes internationaux de protection qui sont quand même beaucoup moins chers lorsqu'on commence à considérer plusieurs pays. Évidemment, informez-vous, suivez bien vos dépôts, vérifiez bien votre vulnérabilité, surveillez que vous n'êtes pas copié. Il y a des outils aujourd'hui très performants qui s'appuient sur l'intelligence artificielle, qui permettent notamment de détecter des contrefaçons de produits et de marques. Donc, utilisez tout ça, c'est très peu coûteux. Et en Asie, vous avez à la fois le helpdesk, mais aussi l'INPI qui sont là pour vous assister. Alors, deux dernières recommandations. Si vous passez des contrats, notamment des contrats de licence ou de franchise avec des partenaires locaux, j'en profite ici pour saluer mon amie Monica qui s'occupe de la marque Paul, les boulangeries Paul, qui est connectée en ligne, j'ai vu aujourd'hui. Donc, elle connaît bien évidemment ces pays d'Asie et notamment les licences et franchises de marques dans cette région du monde. Eh bien, faites attention à bien trouver les bons partenaires locaux, ça c'est la logique, mais également à bien enregistrer certains de vos contrats de distribution et de licence parce que dans certains pays, il y a une obligation d'enregistrer ces contrats pour qu'ils soient valides. C'est le cas par exemple en Thaïlande. Donc voilà, pensez-y. Encore une fois, c'est de l'information que vous trouverez facilement en ligne et c'est un des écueils à ne pas oublier. Il y a quelques spécificités locales, en voici une. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention et je cède la parole à Fabrice Perronneau, donc le représentant local de l'INPI à Singapour. Merci. Merci Franck pour cette présentation très complète. Donc bonjour, je m'appelle Fabrice Perronneau, je suis le conseiller propriété intellectuelle pour la zone ASEAN plus Inde. Je suis détaché par l'INPI ici à l'ambassade de France à Singapour avec pour mission notamment d'accompagner les entreprises françaises dans leur démarche de développement à l'international. Donc l'INPI, c'est à côté de son rôle régalien d'enregistrer et de délivrer les titres de propriété industrielle en France, a aussi des actions de formation, de sensibilisation, d'information et d'accompagnement à destination des entreprises. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'a été développé à la fois un réseau national avec des délégations en région et en Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez une délégation à Lyon et vous avez aussi un site à Grenoble, un réseau international et puis une offre de services avec des dispositifs d'accompagnement technique et financier que j'évoquerai rapidement tout à l'heure en fin de présentation. Donc le réseau international, il a notamment à vocation à accompagner de manière préventive les entreprises sur ces questions de propriété intellectuelle, mais aussi il a un rôle d'accompagnement réactif lorsque des entreprises sont amenées à rencontrer des difficultés, que ce soit pour enregistrer leurs titres dans la zone ou éventuellement faire face à des situations de contrefaçon qui ne sont pas rares dans la région, comme l'évoquait Franck. Et puis enfin, on a aussi un rôle, on va dire, de prospectif, on va dire, de faire remonter un certain nombre de difficultés qui pourraient être rencontrées pour faire un peu de lobbying auprès des autorités locales. Alors, ça a été évoqué par Franck, on peut faire du business sans déposer de brevet, de marque, de dessin modèle, mais faire cette démarche de protection permettra, entre guillemets, de valoriser et de garder un avantage compétitif sur des tiers qui pourraient être amenés à vous copier ou vous imiter. Et donc, voilà, on vous encourage vivement à protéger vos créations, vos innovations en utilisant les outils qui sont à disposition.
Alors, même si on ne fait pas cette démarche de protection, ce n'est pas pour ça qu'il faut se désintéresser de la propriété intellectuelle, parce qu'il y a toujours la question de la liberté d'exploitation. Lorsque vous arrivez sur un marché, soit en France ou à l'étranger, avec un produit ou un service, il convient de vérifier que vous n'êtes pas potentiellement contrefacteur de tiers, que vous n'empiétez pas sur des droits existants. Donc, c'est charge à vous aussi de faire ces vérifications pour sécuriser votre démarche de développement. Et puis enfin, lorsque vous êtes amené à développer des partenariats, notamment des partenariats avec l'étranger, la question de à qui appartiennent les droits sur les résultats de cette collaboration. Et donc, c'est un sujet aussi qu'il ne faut pas oublier de traiter dans une démarche de collaboration, quelle que soit sa nature. Et enfin, je dirais juste pour toutes les entreprises, si vous avez des volontés de velléité d'aller à l'international, au moins vérifiez la liberté d'exploitation du nom de votre produit ou de votre service dans les pays sur lesquels vous souhaitez vous développer, avant même éventuellement d'envisager la protection, même s'il est important de protéger au plus tôt, au moins vérifier que ce nom-là n'empiète pas sur une marque existante. Là, j'ai juste vous donner 3 exemples illustrant l'importance de s'occuper de la propriété intellectuelle lorsque vous allez sur des marchés. Et c'est des exemples que j'ai vécu ici à Singapour et en tout cas en Asie du Sud-Est. Le premier en haut à gauche, c'est une entreprise française, PME, qui développe des solutions qui sont utilisées dans les malls pour pouvoir s'orienter et se diriger et trouver le bon magasin, le bon commerce dans le mall. Cette entreprise est PME française qui n'a jamais engagé de démarche de protection, que ce soit en matière de brevet ou de marque, développe et son marché en Asie du Sud-Est a une filiale aux Philippines. Et cette filiale aux Philippines reçoit un jour un courrier ou un call d'un de ses clients à Singapour, donc un mall qui a implanté ces solutions, qui lui dit qu'ils ont reçu un courrier d'un avocat d'une entreprise coréenne qui les met en demeure d'arrêter d'utiliser cette solution dans leur mall parce que cette solution a été l'objet d'une protection par un brevet en Corée et que ce brevet a été étendu à Singapour. Et dans cette situation, le client est donc est potentiellement contrefacteur d'une solution qui a été brevetée. Donc vous imaginez que la PME française tombe tout à fait de son armoire, pensant que cette solution n'avait rien, on va dire, de suffisamment innovant pour pouvoir être l'objet d'un brevet, et donc n'avait jamais imaginé protéger sa solution en France ni en Asie, et n'avait encore moins vérifié si cette solution n'était pas l'objet d'une protection en Asie du CS, et en l'occurrence à Singapour. Donc, voyez un exemple voilà, d'absence de vérification de liberté d'exploitation qui peut poser problème. Deuxième exemple, Franck a évoqué les questions de dépôt de marque de mauvaise foi, mais là, c'était plutôt sur une situation en Chine, mais en sachant que ces dépôts-là ne sont pas rares dans beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est. Une entreprise française qui développe des pâtisseries surgelées, qui développe son business en Chine, ne dépose pas sa marque en Chine, découvre que sa marque a été déposée en Chine. Donc, c'est toujours très compliqué ensuite d'essayer de faire arrêter l'utilisation de cette marque dans un pays. Donc, le plus tôt vous déposerez votre marque dans un pays, le mieux ce sera. Et puis enfin, dernier exemple récent, entreprise basée au Vietnam qui a développé des glaces et sur des produits, on va dire, de qualité, des fruits locaux ou des fruits congelés européens, sans colorant, sans saveur artificielle. Donc développe son business, trouve un distributeur, commence à vendre ses glaces plutôt sur un positionnement premium, trouve un distributeur. Ce distributeur, au bout d'un an, lui dit non, ce business-là ne marche pas, on va arrêter de commercialiser vos glaces. Et en fait, 2 ans après, il retrouve le même distributeur qui propose des glaces, on va dire, un peu équivalentes, en tout cas en termes de forme, sauf à un prix 2,5 fois moins cher que la glace de l'entreprise franco-vietnamienne. Et vous voyez sur cette slide, les 2 produits au milieu, c'est le produit original, et les 2 produits à droite, ce sont les produits qui ont été copiés ou imités. Sauf que cette entreprise n'avait fait aucune démarche de protection, notamment en matière de design. Donc là, extrêmement difficile d'engager des actions en tout cas sur la base de la contrefaçon, puisqu'il n'y avait pas de titre de propriété industrielle. Quelle que soit la nature de votre partenariat, si vous êtes amené à en développer, alors certains partenariats sont basés et fondés sur la propriété industrielle, des licences de propriété intellectuelle, de la communication, de l'exploitation de savoir-faire, des contrats de prestation de recherche, de la R&D collaborative. Là, c'est clair que l'API sera au cœur du dispositif et donc peu de doute que cette question-là de propriété intellectuelle seront traitées. Mais si on est sur des démarches, on va dire, un peu moins à haute intensité en matière de propriété intellectuelle, contrat d'agence commerciale, contrat de distribution commerciale, contrat de sous-traitance de fabrication,
Là aussi, il faut quand même se pencher sur ces questions de propriété intellectuelle, sur la question de la marque et notamment qui va déposer la marque dans le pays. Parce que souvent, j'ai eu quelques exemples où les entreprises françaises n'ont pas déposé leur marque, c'est le distributeur dans le pays qui a déposé la marque dans le pays. Et puis le jour où vous vous fâchez avec votre distributeur dans ce pays-là, ben, vous êtes bien embêté puisque c'est votre distributeur, enfin votre ex-distributeur qui est titulaire de la marque. Donc ça peut être quelque chose de très problématique. Il n'y a pas de système, on va dire, intégré de propriété intellectuelle. Il n'existe pas une marque de l'ASEAN comme il existe une marque de l'Union européenne. Il n'existe pas un brevet unitaire comme il existe maintenant en Europe, en ASEAN. Donc la propriété intellectuelle, ça reste un droit national. C'est ce qui fait toute sa difficulté et tout son charme, même si aujourd'hui, il existe un certain nombre de traités, de conventions qui ont été signés au niveau international par beaucoup des pays de la zone et qui facilitent, on va dire, la protection et harmonisent un petit peu les règles, même s'il existe encore des spécificités. Et Yann évoquait aussi les accords de libre-échange existants aujourd'hui avec le Vietnam et Singapour, la démarche qui est en cours avec l'Indonésie et les négociations qui sont engagées aussi avec la Thaïlande, la Malaisie et les Philippines. Dans ces accords de libre-échange, il y a toujours un chapitre de propriété industrielle. Donc, on est aussi dans une démarche où, de toute façon, ces accords de libre-échange sont des éléments positifs pour essayer d'amener ces pays-là sur des standards qui sont de plus en plus proches avec ceux qu'on utilise notamment en France et en Europe. Le point négatif dans la zone, ça a été évoqué aussi précédemment, c'est la question de l'enforcement, de comment on fait respecter ses droits. Et comme l'évoquait Franck, il y a parfois quelques difficultés, même si on dispose des titres de propriété industrielle. Lorsqu'on fait face à la réalité, ça peut être un peu compliqué. Mais ce que je dis souvent, c'est pas parce que si vous ne faites rien et vous ne protégez rien, c'est sûr que vous aurez d'extrêmes difficultés à vous défendre si vous veniez à être imité ou copié. Je vais juste prendre un exemple. En matière de marque, par exemple, il existe, vous le savez peut-être en France, une obligation d'usage de la marque dans un certain délai après le dépôt. Ça existe, ces dispositions existent aussi, et par exemple ici en Asie du Sud-Est, mais selon les pays, cette obligation d'usage peut être de 3 ans ou de 5 ans. Donc on voit qu'il y a des spécificités. En matière de dessin et modèle, en France, on peut se protéger pendant 5 ans et renouveler 4 fois, donc aller jusqu'à 25 ans de protection. Vous voyez que sur la partie droite, là, ça peut être différent d'un pays à l'autre ici en Asie du Sud-Est. Et puis enfin, en matière de copyright, la plupart des pays de la zone ont signé la Convention de Berne et qui dit que la protection de l'aide à la création en matière de droit d'auteur, donc en théorie, on n'a rien à faire pour être protégé. Il est clair que dans beaucoup de pays de la zone, dès lors qu'il existe un registre du copyright, comme il existe par exemple en Vietnam, il est vivement recommandé d'enregistrer sa création auprès de ce registre si vous voulez, entre guillemets, vous défendre en cas de litige en matière de copyright. Et chaque pays a ses spécificités, donc il est important aussi de travailler avec des acteurs locaux. Alors, il n'y a pas de système harmonisé, mais en tout cas, il y a des efforts de facilitation de la protection ou de la défense des droits dans ce pays. J'évoque 2 dispositifs là. Un dispositif en matière de brevet qui, dès lors que vous avez protégé votre brevet dans un des pays d'Asie du Sud-Est, à travers ce dispositif qui s'appelle ASPEC, on pourra, entre guillemets, en partageant les résultats de la recherche qui a été faite par le premier office, d'accélérer le processus de délivrance dans un autre pays. Et le deuxième dispositif concerne la médiation et l'arbitrage, et plus spécifiquement la médiation avec un dispositif qui fonctionne aussi de l'ASEAN, qui permet, entre guillemets, de bénéficier d'aide financière si vous deviez faire face à un litige avec une entreprise située dans l'ASEAN. Ce dispositif pourrait être activé. Donc, c'est des subventions qui permettent de prendre en charge un certain nombre de frais nécessitant l'intervention d'un médiateur. La question de défense des droits en matière de propriété intellectuelle, là, c'est 2 classements qui sont établis de manière très régulière, à la fois par l'Union européenne et par les États-Unis, qui pointent du doigt quand même un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est comme des pays dits à risque en matière pour les businessmen, en matière à la fois de propriété intellectuelle, que ce soit de protection ou de défense des droits. Donc, vous voyez, on retrouve l'Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam. Alors, les critères ne sont pas forcément les mêmes, mais voilà. Et ce n'est pas parce que ces pays-là sont... Les Philippines, par exemple, ne sont plus dans ces listes-là, ils ont été sortis, qu'il n'y a plus de problème aux Philippines. Moi, j'ai des contacts avec des entreprises qui rencontrent des problèmes de contrefaçon aux Philippines. C'est aussi... d'où l'importance, on va dire, de se protéger lorsque vous avez des velléités de développement dans ces pays-là. Déjà, définir qu'est-ce qu'on va protéger dans la zone. Ensuite, qu'est-ce qu'il est important de protéger.
c'est toujours une question d'enjeux et de risques par rapport au territoire que vous allez évoquer. La question de la confidentialité aussi, signature des NDA, c'est des choses qui fonctionnent ici. Attention, ce ne sont pas des documents anodins. Attention aux divulgations prématurées. Hein. Vous savez qu'en matière de brevets, de dessin modèle, ça peut être un problème si vous divulguez avant d'avoir protégé. Et puis, maître mot, c'est anticipation, préparation. Donc, notamment en matière de marque, déposer au plus tôt dès lors que vous avez des velléités de développement dans ces marchés à l'étranger, pour éviter ces questions de dépôt de marque de mauvaise foi. Et puis enfin, si vous avez investi dans de la protection, il est important ensuite de surveiller si vous n'êtes pas copié ou imité pour pouvoir réagir en cas de problème. Voilà, ne pas hésiter à vous appuyer sur à la fois les délégations de l'INPI, en tout cas à Lyon et à Grenoble pour les gens d'Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau international qui est aussi présent, et pas seulement en Asie du Sud-Est avec une dizaine de personnes dans le monde. Et puis, les dispositifs coaching, c'est des dispositifs techniques et financiers que vous pouvez mobiliser, notamment après un échange avec un correspondant de la délégation régionale à Lyon ou à Grenoble pour les entreprises de la région. Et enfin, dispositif d'aide européenne. Donc, j'ai remis ici, bien sûr, le Southeast Asia IPSME Helpdesk qui a été présenté par Gilles et avec un de ses experts, en l'occurrence Franck ici pour la Thaïlande. Donc ne pas hésiter aussi à les mobiliser. Ils ont vraiment une bonne connaissance du terrain sur l'Asie du Sud-Est. Et puis enfin, évoquer le dispositif de la Commission européenne qui s'appelle SME Fund, donc Fonds pour les PME, qui est mis en œuvre par l'EUIPO, l'Office européen de la propriété intellectuelle, qui permet de prendre en charge partiellement des frais liés aux taxes d'extension, notamment par exemple de brevets, de marques, de dessins et modèles au niveau national ou international, que ce soit en Europe ou hors Europe. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous pouvez bénéficier de 50%, de 75% ou 50% de réduction de ces taxes dès lors que vous avez des velléités de protection de vos actifs immatériels à l'étranger. Merci à toutes et à tous et à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. Merci beaucoup Fabrice pour ces éléments très pratiques. Nous allons passer maintenant à un focus Vietnam avec le docteur Rémi Nguyen, vice-président de la CCI France-Vietnam et associé chez CEPAC Global. Oui, merci beaucoup Salvatrice et merci également à tous les organisateurs pour cet événement. Merci également à Franck et à Fabrice pour leur présentation sur la propriété intellectuelle en ASEAN. Alors pour ma part, je vais vous parler du Vietnam, un pays qui connaît actuellement une phase de développement économique particulièrement dynamique et qui traverse en ce moment un important cycle de réformes structurelles. Je m'appelle Rémi Nguyen, je suis un des vice-présidents de la CCI France-Vietnam et associé en affaires publiques chez CEPAC Global, une société basée au Vietnam et présente dans la région ASEAN et spécialisée dans les services de comptabilité, fiscalité et audit. Alors pour commencer, quelques mots sur la Chambre de commerce et d'industrie France-Vietnam. Alors depuis 1989, la CCI France-Vietnam accompagne les entreprises dans leur développement au Vietnam et entre la France et le Vietnam. Et aujourd'hui, notre communauté compte environ 300 entreprises membres soutenues par un conseil d'administration et une équipe biculturelle qui comprend les réalités locales et internationales. La Chambre, elle joue un rôle central dans l'écosystème économique franco-vietnamien. Nous organisons plus de 80 événements par an, réunissant plus de 5000 participants, ce qui fait de la Chambre l'une des plateformes de networking et d'échanges économiques les plus actives du pays. Nous sommes également le représentant officiel du réseau Enterprise Europe Network au Vietnam, ce qui nous permet de connecter les entreprises vietnamiennes et européennes à des opportunités commerciales et technologiques. Et enfin, la CCI France-Vietnam fait partie du réseau mondial CCI France International, présent dans 95 pays avec 120 chambres et plus de 35 000 entreprises membres dans le monde. Donc, depuis 2025, le Vietnam a engagé une réforme majeure de son architecture administrative et politique. Et cette réforme s'inscrit dans une logique de consolidation du pouvoir central sous l'impulsion du secrétaire général du Parti communiste vietnamien, To Lâm. Concrètement, plusieurs changements structurels ont été engagés. Les 63 provinces du pays ont été fusionnées en 34. Certaines structures administratives intermédiaires ont été supprimées et le système institutionnel a été rationalisé pour fonctionner sur 3 niveaux de gouvernance plus efficaces. L'objectif officiel, il est clair, c'est de réduire les coûts administratifs qui représentaient une part importante du budget de l'État. Mais pour les entreprises et les investisseurs, la conséquence est plus importante ailleurs, car le pouvoir décisionnel dorénavant se concentre davantage au niveau provincial, ce qui signifie que les dirigeants locaux deviennent des acteurs clés pour les projets d'investissement.
Donc, comprendre cette nouvelle cartographie du pouvoir est donc essentiel pour réussir au Vietnam, notamment pour les projets à intérêt stratégique. Donc, l'un des facteurs fondamentaux du modèle vietnamien est la stabilité politique au sommet de l'État. Donc, on a le Politburo, qui constitue l'organe de décision stratégique du Parti communiste vietnamien, qui joue un rôle déterminant dans la continuité des politiques publiques. Et autour de ce secrétaire général, M. Tholum, plusieurs figures importantes qui structurent la gouvernance, avec notamment le président de l'Assemblée nationale, Chen Thanh-man, le secrétaire permanent Chen Kam-tu et Lee Min-hung, qui dirige la commission d'organisation du parti. Donc, cette stabilité politique, elle permet au Vietnam de maintenir une trajectoire de réforme cohérente sur le long terme, ce qui constitue un facteur important de prévisibilité pour les investisseurs étrangers. Donc, dans ce contexte, comprendre l'alignement stratégique entre les partenaires locaux et les priorités nationales devient donc un élément essentiel dans l'évaluation des risques et des opportunités. Le Vietnam a également clarifié sa stratégie de développement autour de plusieurs piliers majeurs, notamment à travers la résolution 68 qui vise à renforcer le rôle du secteur privé comme moteur essentiel de la croissance économique. Dans les 4 piliers, on a le premier pilier qui concerne la réforme juridique et judiciaire, avec l'objectif de créer un cadre plus transparent, plus stable et plus prévisible pour les investisseurs. Le second pilier est l'intégration internationale qui vise à renforcer la position du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales et attirer les investisseurs étrangers de haute qualité. Le troisième pilier concerne la science et la technologie. Le Vietnam souhaite transformer son économie vers un modèle fondé sur l'innovation, la recherche et les technologies avancées. Et enfin, le développement du secteur privé avec cette résolution 68 qui constitue un levier central pour dynamiser l'économie nationale, encourager l'entrepreneuriat et favoriser les partenariats entre entreprises nationales et acteurs internationaux. Donc, ces transformations s'inscrivent dans une logique stratégique globale qui vise à créer un environnement économique cohérent, lisible, permettant aux investisseurs de s'aligner sur les priorités nationales. La résolution 79, elle réaffirme le rôle central de l'économie d'État dans le modèle de développement vietnamien. L'objectif est de renforcer l'efficacité et la gouvernance des entreprises publiques, notamment dans les secteurs stratégiques comme les infrastructures, l'énergie ou les industries clés. Dans cette vision, l'économie d'État conserve un rôle structurant, mais elle doit fonctionner en complémentarité avec le secteur privé, dont le développement est également encouragé afin de soutenir la croissance et l'innovation. La résolution 80, qui met davantage l'accent sur la dimension culturelle du développement, rappelle que la culture constitue le fondement spirituel de la société vietnamienne, mais aussi une ressource importante pour le développement du pays. Dans un contexte d'ouverture et d'intégration internationale, l'objectif du Vietnam est de préserver et de valoriser l'identité culturelle vietnamienne tout en développant les industries culturelles. Donc au final, ces 2 résolutions traduisent une vision assez claire du modèle vietnamien, un État qui reste stratège dans l'économie, un secteur privé appelé à jouer un rôle croissant dans la croissance et une culture nationale considérée comme un élément essentiel du développement et d'influence du pays. Donc dans les années 2025 et 2026 marquent une véritable offensive législative. En 2025, les bases stratégiques ont été posées avec une refonte ciblée du cadre réglementaire. 2026, plusieurs vagues de modernisation ont été prévues. La première concerne la réforme de la loi sur l'investissement qui vise à simplifier la création d'entreprises et les procédures administratives. La deuxième vague concerne l'immobilier, le logement, la fiscalité environnementale afin de débloquer certains investissements structurels. Et la troisième vague vise à aligner le cadre réglementaire vietnamien sur les standards internationaux, notamment dans les domaines de l'énergie, la concurrence et le commerce. Donc au total, 34 projets de loi devraient transformer en profondeur l'environnement économique du pays. Donc une autre caractéristique du modèle vietnamien, c'est l'émergence de grands groupes nationaux puissants. Le gouvernement vietnamien encourage le développement de champions nationaux comparables au chaebol sud-coréen. Donc on a des groupes comme Vingroup, Sun Group, qui jouent déjà un rôle central dans les grands projets d'infrastructure, d'immobilier et de technologie. Et l'État mobilise activement ces entreprises pour mener à bien ces projets stratégiques à l'échelle nationale. Donc cela signifie que le marché vietnamien n'est pas toujours un terrain de concurrence totalement neutre. Certains acteurs bénéficient d'un soutien politique et financier important. Et pour les investisseurs étrangers, ces grands groupes vietnamiens peuvent être à la fois des concurrents et des partenaires potentiels. Alors la résolution 222, elle constitue une étape importante dans l'ambition du Vietnam de devenir un hub financier régional. Elle prévoit la création de centres financiers internationaux à Ho Chi Minh Ville, dans le sud, à Da Nang, dans le centre du pays, avec un cadre réglementaire plus flexible pour les flux de capitaux, la fintech et les transactions internationales. Donc, les entreprises qui opéreront dans ces centres
pourront bénéficier d'une fiscalité préférentielle, de procédures administratives simplifiées et d'un cadre juridique plus flexible. Donc l'objectif est plutôt clair avec ce centre financier international, il est d'attirer des investisseurs internationaux tout en développant des secteurs stratégiques comme la finance verte et les actifs numériques. Alors, sur le plan international, l'accord de libre-échange EVFTA entre l'Union européenne et le Vietnam est en vigueur depuis 2020. Cet accord il a permis la suppression progressive de nombreux droits de douane et l'ouverture de plusieurs secteurs économiques. En revanche, l'accord de traité de libre-échange, la protection des investissements, qui est lié avec l'EVFTA, il n'est pas encore pleinement ratifié par tous les États membres de l'Union européenne. Et aujourd'hui encore, plusieurs pays européens doivent finaliser leur ratification, dont la France. Dans l'intervalle, les investisseurs doivent souvent s'appuyer sur une combinaison d'accords commerciaux, de droit local et de protection contractuelle. Alors pour conclure, regardons brièvement les fondamentaux économiques du Vietnam. En 2025, le pays a enregistré une croissance d'environ 8%, malgré un contexte international difficile. Le PIB dépasse désormais 500 milliards de dollars et le PIB par habitant a franchi le seuil des 5 000 dollars. Près de 300 000 entreprises ont été créées ou relancées, illustrant le dynamisme du marché domestique. Les perspectives sont plutôt solides. Le Vietnam se place parmi les économies les plus dynamiques de la région et confirme ainsi sa trajectoire de marché émergent stratégique en transition vers un modèle économique plus sophistiqué et davantage intégré à l'économie mondiale. Merci beaucoup pour votre attention. Je cède maintenant la parole à Yann qui va partager avec vous son expérience dans la création et le développement de son entreprise au Vietnam. Merci beaucoup, Monsieur Nguyen. Nous donnons la parole en effet à Yann Beaufond, directeur général de Data Squad Asie. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Yann Beaufond, je suis General Manager de DataGuard ASEAN. Donc, on est une entreprise de cybersécurité. Concrètement, on aide des entreprises à protéger leurs données, à se mettre en conformité, à structurer leur gouvernance sur ce sujet-là. Notre maison mère est basée en France et ici au Vietnam, on a ouvert une filiale. Donc, c'est notre première implantation dans la région. On est là depuis plus de 6 mois. Merci à la CCI pour cette invitation. Donc, mon témoignage aujourd'hui est simple. Je vais vous parler de nos difficultés, de ce qui a marché pour nous et surtout essayer de vous donner les bonnes clés pour ceux d'entre vous qui envisagent de venir s'implanter. Ce que résume cette slide pour nous, en toute sécurité, ça veut dire sécuriser son implantation et sa croissance, le juridique, le fiscal, les contrats, les partenaires, la capacité à opérer. Et pour y arriver, 2 acteurs ont été déterminants, la CCI France-Vietnam et le cabinet d'avocats qui nous a accompagnés, RBA. Mais avant de parler d'eux, je vais d'abord vous parler de ce qu'on a découvert sur le terrain et pourquoi il faut s'y préparer. Notre point de départ, c'est assez simple. On sait que le marché est là, on a envie d'y aller, on veut être opérationnel rapidement. Jusque-là, tout va bien. Sauf que quand on commence à creuser, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas et ce ne sont pas des sujets exotiques. Créer une société, ouvrir un compte, se déclarer fiscalement, embaucher, facturer. On fait tout ça en France aussi. La différence, c'est qu'en France, on connaît les règles. On a nos réflexes, nos contacts. Ici, les étapes se ressemblent sur papier, mais la logique, les délais et les documents ne sont pas les mêmes. Au Vietnam, c'est très séquentiel. Tant que vous n'avez pas l'autorisation d'investissement, pas de société. Sans société, pas de compte bancaire. Sans compte, vous ne pouvez ni déposer de capital, ni payer, ni facturer. En France, on fait avancer plusieurs choses en parallèle. Mais ici, chaque étape débloque la suivante. Si un document manque, tout s'arrête. Je prends l'exemple de la banque. En France, vous ouvrez un compte pro en quelques jours, c'est simple. Ici, il vous faut 2 comptes séparés. Un compte capital pour déposer l'investissement et un compte opérationnel en monnaie locale pour les dépenses courantes. Les documents demandés sont très précis, les délais sont longs, et tant que ce n'est pas en place, on peut vraiment rien faire. Le fiscal aussi, c'est pareil. Ici, pour accéder au portail fiscal et signer vos déclarations, il faut un e-token, c'est une clé USB physique. Alors qu'en France, on se connecte avec nos identifiants en ligne, c'est dématérialisé. Au Vietnam, sans cette clé branchée sur l'ordinateur, on ne peut rien déclarer, rien signer. C'est pareil pour le permis de travail aussi, il faut anticiper longtemps à l'avance. Sinon, vos collaborateurs sur place ne peuvent pas travailler légalement. Et les contrats, tout doit être explicite. Ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Il y a un autre aspect qu'on sous-estime quand on arrive de France, c'est la culture business. Ici, on fait pas affaire de la même manière. En France, on peut envoyer un mail, prendre un rendez-vous, présenter une offre et avancer. Au Vietnam, la relation de confiance passe avant le contrat. Il faut prendre le temps, se rencontrer, apprendre à se connaître
Si vous essayez d'aller directement au business sans poser cette relation, ça ne marchera pas. Et ça, c'est valable avec vos prospects comme vos partenaires. Et même dans le quotidien, les outils ne sont pas les mêmes. Ici, on n'utilise pas l'email comme canal principal. Tout passe par Zalo, c'est l'équivalent local de WhatsApp. Vos prospects, vos partenaires, vos prestataires, tout le monde communique sur Zalo. Si vous n'êtes pas dessus, vous passez à côté d'échanges, de réponses, de décisions. C'est un détail, mais quand on ne sait pas, on se demande pourquoi personne ne répond à nos emails. Et surtout, il faut rester humble et patient. On arrive avec nos habitudes, notre rythme, notre manière de faire. Mais ici, ça ne fonctionne pas comme ça. Les choses prennent le temps qu'elles prennent. Si vous essayez de forcer, vous allez braquer vos interlocuteurs. La patience, je dirais, c'est un investissement. Ce qui construit la confiance et c'est la confiance qui vous les porte. Et ce qui change vraiment par rapport à la France, ce sont les délais. Ce qui prend quelques jours chez nous peut prendre plusieurs semaines ici, voire plusieurs mois. Et quand vous enchaînez des étapes séquentielles avec des délais longs sur chacune, un document manquant, une traduction pas conforme, c'est des semaines de retard en plus ou des mois de retard en plus. Il faut le savoir avant de partir, pas une fois sur place. Donc, concrètement, c'est pas plus compliqué qu'en France, c'est différent. Et c'est cette différence qui crée le risque où on n'est pas accompagné. Et surtout, ne pensez pas que le plus dur, c'est de trouver des clients. Le business, vous pouvez le trouver. Ce qui peut vous bloquer, c'est tout ce qui est autour, la capacité à opérer. Si ce n'est pas prêt, même avec des clients, vous ne pouvez rien faire. C'est exactement pour ça qu'on a eu besoin de bons relais. Donc, face à tous les sujets que je viens de décrire, la question c'est comment on fait pour ne pas se perdre et avancer efficacement. Pour nous, le pas de déclic, ça a été Chambre de commerce France-Vietnam. Quand on arrive dans un nouveau pays, on peut vite se retrouver à chercher dans tous les sens. Tester des contacts, comparer des prestataires, essayer de comprendre qui fait quoi, qui est fiable, qui ne l'est pas, ça prend un temps fou, ça ne donne pas toujours des résultats. La CCI, ça a coupé court à tout ça. Donc la CCI, ce n'est pas un annuaire, c'est un réseau qui filtre, qui qualifie et qui vous met en relation avec les bonnes personnes au bon moment. Quand vous arrivez introduit par un tiers de confiance, les échanges ne sont pas les mêmes. Les gens vous prennent au sérieux tout de suite, les discussions avancent plus vite et vous gagnez une crédibilité que vous mettrez des mois à construire tout seul. Un conseil que je donnerais à tout le monde ici, c'est participer aux événements de la CCI. N'hésitez pas à les solliciter, mais il faut comprendre que la CCI, c'est un accélérateur, pas quelqu'un qui fait à votre place. Il vous ouvre des portes, il vous donne accès à un réseau, à de la visibilité, mais derrière, c'est à vous de pousser quand même. Je vous donne un exemple concret. On a organisé un breakfast talk sur un sujet cyber, un sujet qui nous correspond. Donc, la CCI nous a mis à disposition leurs locaux, a relayé l'événement sur le réseau. Et ça, c'était précieux. Après, c'est à vous de faire votre com, de votre côté aussi, d'inviter vos contacts, de faire vivre l'événement. Donc, c'est un travail à deux. Eux vous donnent le cadre et la visibilité. Vous donnez votre énergie. Et on a pu le faire parce qu'on a un membership à la CCI. Donc, mon conseil, prenez le membership, impliquez-vous, proposez des choses et vous verrez que ça revient au centuple. Au-delà des événements, il y a des services très concrets. La CCI propose du portage salarial. Ça peut être une vraie solution pour démarrer sans avoir toute la structure. En ce moment, ils nous accompagnent activement sur le recrutement. On cherche à renforcer notre équipe localement. La CCI nous aide sur le sourcing, l'identification de profils et la qualification. Donc, c'est un vrai gain de temps quand on ne connaît pas encore bien le marché local. Et c'est aussi grâce à eux que j'ai pu obtenir mon work permit. Donc, sans ce permis de travail, donc, comme j'ai dit auparavant, vous ne pouvez pas exercer légalement. Et la CCI m'a accompagné là-dessus. Donc, quand je dis que ce n'est pas juste un réseau, c'est vraiment ça, c'est de l'accompagnement concret à condition de jouer le jeu et de s'impliquer. Et c'est aussi la CCI qui nous a mis en contact avec notre cabinet RBA pour sécuriser toute la partie implémentation juridique. Sans cette introduction, on aurait pu perdre beaucoup plus de temps, donc moins d'errance, plus de vitesse, moins de risques. Maintenant, je vais vous montrer concrètement ce que RBA a mis en place pour nous. Donc, RBA, c'est le cabinet d'avocats avec lequel la CCI nous a mis en relation et qui nous accompagne sur toute la partie juridique, conformité et mise en route opérationnelle. Ce que j'apprécie dans cet accompagnement, c'est qu'on n'est pas dans du conseil théorique, c'est très concret, très terrain. Un point important chez RBA, ce qui a fait la différence, c'est qu'on a un interlocuteur français. Quand vous arrivez dans un pays où tout est nouveau, pouvoir échanger avec quelqu'un qui comprend votre logique, votre façon de fonctionner et qui en même temps connaît parfaitement le terrain local, c'est un vrai confort. Ça évite les malentendus et ça accélère tout. Ce que je vous transmette ici, c'est comment ça se passe concrètement avec eux. Donc, dès le départ, RBA a pris le temps de comprendre notre projet, notre activité, notre calendrier. À partir de là, ils nous ont construit une feuille de route claire, quelque chose de simple. Voilà les étapes, voilà l'ordre, voilà les documents à préparer.
Voilà les délais à prévoir. À chaque étape, on sait ce qu'on doit fournir, ce que prennent en charge et combien de temps ça va prendre. On n'est jamais dans le flou. Et ce qui fait la différence, c'est qu'ils connaissent le terrain. Ils savent comment ça se passe en pratique, pas juste en théorie. Quand il y a un point sensible avec une administration, une subtilité dans un document, un délai qui peut glisser, ils anticipent. Et il y a un sujet qu'on n'avait absolument pas anticipé, c'est les licences. On pensait qu'une fois la société créée, on pouvait vendre, parce qu'on vend des services numériques également. En réalité, au Vietnam, pour commercialiser des services numériques ou des logiciels, il faut des licences spécifiques. Ce n'est pas comme en France, où vous créez une société et vous pouvez vendre dès le lendemain. Donc, c'est typiquement le genre de sujet sur lequel RBA nous a alertés. Et sans eux, on n'aurait pas pu vendre ce qu'on voulait. Donc, avant d'être accompagné, on avait beaucoup de zones grises. On avançait, mais avec un sentiment d'incertitude permanent. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on ne va pas découvrir un problème dans 3 semaines plus tard? Donc, avec RBS, ça a disparu. Les décisions sont plus rapides parce qu'on sait sur quoi on s'appuie. Et l'autre chose importante, c'est la durée. Créer une société, c'est une étape. La faire vivre dans les règles, mois après mois, la compta, les taxes, la paie, les déclarations, c'est un autre métier. Donc, nous, avec RBS, ils sont là pour ça aussi. Ce n'est pas un prestataire qui disparaît après la création. Ils nous accompagnent mois après mois sur la conformité récurrente. Et ça nous permet vraiment de nous concentrer sur le business sans avoir peur d'être rattrapé par des échéances ou des obligations. Si vous devez retenir 3 choses de ce témoignage, le réseau, appuyez-vous sur la CCI dès le départ, sollicitez-les, allez aux événements, demandez des mises en relation, c'est le meilleur accélérateur que vous puissiez avoir. Le juridique tôt, ne vous dites pas je verrai plus tard. Le cadre, les licences, les contrats, posez tout ça avant d'accélérer. Plus c'est fait tôt, plus vous allez vite. Et la compliance dans la durée. Si c'est bien structuré dès le départ, ça devient un process simple, pas une contrainte. Donc voilà, ne partez pas seul, les bons relais font toute la différence. Je terminerai sur ça. Merci beaucoup pour votre partage d'expérience. C'est vraiment très, très utile pour les entreprises qui sont présentes aujourd'hui. Très concret et bravo pour votre réussite en Asie du Sud-Est et en particulier au Vietnam. Pour aller plus loin, je vous invite à contacter l'ensemble des intervenants. Vous avez les emails et les sites web dans la présentation. Et puis, je voulais également vous signaler 2 événements dans lesquels certains de nos intervenants seront également présents. Le 16 juin, il y aura un forum ASEAN à Paris au Sénat. Les inscriptions se font en ligne. Il y a le site que vous voyez. Et puis le 30 juin, il y a également un forum ASEAN à Lyon au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur le site que vous voyez également 6 juin. Et vous serez présent, hein, Yann? Oui. Oui, voilà. J'en profite donc pour remercier tous les intervenants. Merci pour vos précisions et surtout d'avoir adapté vos présentations au public entreprise, donner chacun des cas pratiques. C'est vraiment très appréciable. Merci à DataSguard pour son intervention. Comme vous nous l'avez dit en amont, vous auriez aimé avoir quelqu'un qui témoigne. Eh bien voilà, on vous avoue et on vous remercie vraiment chaleureusement d'avoir pris ce temps de partage avec l'ensemble des participants aujourd'hui. C'était avec plaisir. Eh ben, merci beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter pour vos démarches et nous vous souhaitons une réussite si vous souhaitez donc vous internationaliser sur cette zone. En tout cas, faites appel à l'ensemble des partenaires présents qui vous aideront sur ce challenge. Merci encore. Bonne journée à tous et à très bientôt.